Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment à la croisée des chemins, entre la science, la technologie et, bien, l'éthique. Oui, on va parler de Nucleus IVF+, une technologie qui pourrait carrément redéfinir la façon même dont on conçoit nos enfants. Alors, pour commencer, la promesse de l'entreprise est directe, presque trop simple. Ayez votre meilleur bébé. Ça vise droit au cœur de ce que tous les parents veulent, le meilleur pour leur enfant. C'est ça, c'est une promesse marketing hyper forte, presque irrésistible. Mais c'est justement cette simplicité qui cache une complexité énorme, une vraie boîte de Pandore. Et c'est là que notre décryptage commence. Exactement, parce que le meilleur, ça veut dire quoi au juste? Est-ce qu'on parle simplement d'un bébé qui n'a pas de maladie génétique grave? Ou est-ce que, petit à petit, on glisse vers autre chose? Un bébé avec des traits spécifiques? Des traits qu'on jugerait désirables? C'est vraiment la question de fond qu'on va explorer ensemble. D'accord. Alors, avant de plonger dans le débat, revenons aux bases. Sophia, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche, cette fameuse technologie du point de vue de l'entreprise? Bien sûr. En fait, pour faire simple, ce n'est pas juste une fécondation in vitro classique. C'est une FIV, on pourrait dire augmentée par une analyse génétique à très grande échelle. L'idée, c'est de créer plusieurs embryons, de décoder entièrement leur ADN et ensuite de choisir lequel on va implanter en se basant sur des analyses prédictives très poussées. Et ce processus, il se déroule en 5 étapes clés. Ça commence comme une FIV standard, mais c'est juste après que ça devient presque de la science-fiction. Chaque embryon est séquencé. Ces données génétiques sont ensuite moulinées, comparées à une base de données immense et à la fin, les parents choisissent. On passe vraiment d'un processus biologique à une décision basée sur de la data. Oui, mais voilà, comme souvent avec ce genre d'innovation, la brochure officielle, ce qu'on nous présente, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce que plusieurs analyses de documents internes suggèrent, c'est que l'un des objectifs majeurs, et beaucoup moins publicisé, ce serait de bâtir la plus grande base de données génétiques embryonnaires au monde. Chaque cycle de FIV devient une occasion d'affiner leurs algorithmes. Autrement dit, le service qu'on rend aux parents est aussi, et peut-être surtout, un moyen de collecter une information qui vaut de l'or. Et c'est là qu'on touche du doigt l'attention fondamentale. D'un côté, la promesse publique, très noble, éradiquer les maladies, aider les parents, et de l'autre, ce que les experts décortiquent, un business model basé sur la monétisation des données génétiques et la création d'un marché totalement nouveau, celui de l'optimisation de l'être humain. Et quand on se demande qui sont les acteurs derrière tout ça, on pense aux cliniques, aux médecins, mais en fait ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, n'est-ce pas? Absolument. En coulisses, on trouve tout un écosystème qui vient du monde de la tech, des fonds d'investissement, des géants de l'analyse de données, des biobanques privées et même des courtiers en assurance. Ça montre bien que l'enjeu financier est colossal et dépasse de loin le simple coût de la procédure pour un couple. Toute cette complexité, tous ces enjeux, ça nous amène forcément sur un terrain glissant, le terrain de l'éthique. Voilà, c'est le moment où il faut oser poser les questions qui fâchent. Et la première question, elle est frontale, et elle est au cœur de toutes les craintes. Où se situe la frontière entre prévenir une maladie grave, ce qui est évidemment souhaitable, et la sélection de traits qui n'ont rien de médical? C'est là que le mot eugénisme refait surface. Cette vieille idée de vouloir améliorer l'espèce humaine en sélectionnant des caractéristiques jugées supérieures. Le risque de dérive est là. Il y a cette phrase d'un éthicien qui, je trouve, résume parfaitement le dilemme. Quand nous sélectionnons au-delà de la maladie, nous ne guérissons plus, nous concevons. C'est un basculement de paradigme complet. On quitte le champ de la médecine, de la guérison, pour entrer dans celui du design. Et ça change fondamentalement notre rapport à ce que c'est qu'être humain. Et ce débat est vraiment un dialogue de sourds. Les partisans parlent d'accessibilité pour tous, mais les critiques, eux, craignent de voir naître une sorte d'aristocratie génétique. C'est ça. Les uns voient la possibilité de réduire la souffrance, les autres une dangereuse uniformisation de la société. L'argument du choix parental est mis en avant, mais ce choix individuel, multiplié par des milliers, pourrait se faire au détriment de la diversité humaine. Une diversité qui fait aussi notre richesse. Ce qui nous ramène à la question centrale du pouvoir. Au fond, qui décide de ce qu'est un trait désirable? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est la société, avec ses modes, ses pressions sociales, ou les parents eux-mêmes, forcément influencés par tout ça? C'est une responsabilité vertigineuse, et pour l'instant, personne ne sait vraiment qui va la porter. Alors, essayons de nous projeter un peu. Si cette technologie se généralise, quel genre de futur est-ce qu'on est en train de dessiner? Cette chronologie, elle donne un peu le vertige. Aujourd'hui, on est sur le dépistage de maladies graves, bien identifiées. Dans 5 ans, on pourrait passer à la sélection sur des risques de santé complexes, comme les maladies cardiaques. C'est déjà plus flou. Et après-demain, dans 15 ans peut-être, on parle de traits polygéniques.
Des choses hyper complexes, comme l'intelligence, la taille, des traits qui dépendent de centaines de gènes. Là, la procréation devient un acte de consommation, un peu comme on choisit les options d'une voiture. Et on en arrive au scénario le plus inquiétant. La conséquence à long terme, ce pourrait être la création d'une nouvelle forme de stratification sociale. Une stratification qui ne serait plus basée sur l'argent ou l'éducation, mais sur le code génétique lui-même, une inégalité inscrite dans notre ADN dès la naissance. On arrive à la fin de notre analyse. Ce qui est sûr, c'est que cette technologie n'est plus de la science-fiction. Elle est là, à notre porte, et elle nous donne un pouvoir immense, celui de remodeler notre propre espèce. La question finale, celle qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Maintenant qu'on a le stylo entre les mains, quelle histoire va-t-on choisir d'écrire sur nous-mêmes ? L'histoire qu'on choisira définira l'humanité pour les générations à venir. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Si ce décryptage vous a plu, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires et à vous abonner pour nos prochaines analyses. À très bientôt.